émission spéciale de Jean-Marie Roussière. Un jour, une vie sur Radio Fidélité. Bonjour à vous, Philippe Madron qui est le créateur du festival de Poupettes en Vendée. Poupettes en Vendée, c'est près du Puy du Fou, c'est bien ça. Vous êtes un pur Vendéen, un pur beurre, je pense. Vous êtes né en Vendée, Philippe? Tout à fait. Bonjour d'abord à tous et à toutes. Oui, je suis né à la Véry. Voilà, c'est tout près du Puy du Fou, pour le coup, là, côté de Mortagne-sur-Sèvre. En pleine nature. En pleine nature, à la ferme. Voilà. À la ferme. Vos parents étaient fermiers. Tout à fait. Agriculteurs, éleveurs de charolais. Ah oui, déjà. Et donc, vous avez une très grande ferme et vous avez participé à la ferme beaucoup? Ah, et non seulement j'ai participé, mais en fait, j'étais un accro du milieu agricole parce qu'on était 7 frères et sœurs. On avait tous plus ou moins envie de rester à la ferme. Sauf que j'étais le dernier de la fratrie, là. Donc, du coup, j'ai fait une formation agricole. Mmh. Et je suis resté d'ailleurs à ce moment assez longtemps dans le secteur pour après en sortir, mais voilà, c'est vraiment mes racines, la ferme. Alors, Philippe Madron, je ne sais pas trop comment vous décrire, ça a été très compliqué, vous avez 57 ans, vous êtes donc un pur Vendéen. On va faire un petit jeu, si vous voulez bien, pour commencer, pour vous décrire. Parce que bon, il y a les copains qui disent bah ouais, il est comme ça, d'autres oui, je le vois comme ça. Dans les articles de presse, vous êtes quelqu'un d'important puisque le créateur du festival de Poupettes, il est comme ça. Alors, ce que je vous demande, on va faire un petit jeu. Vous me dites d'accord ou pas d'accord, hein? Voilà. Ah bon, on y va. Philippe Madron, un fou chanceux. D'accord. Bien. Vous avez déjà un point. Philippe Madron, un déjanté du cerveau. Ah oui, d'accord aussi, oui. D'accord aussi, bah dites donc, on s'en fait déjà un. Alors ça va vous plaire. Philippe Madron, un faiseur de bonheur. Oui, bah tout ça c'est un peu de la même famille, hein. Bon, j'espère que ça se vérifie sur le terrain, mais... Bon, c'est bon. Un cascadeur de l'événement. Ah bah oui, parce que ça, c'est ma baseline de ma société, donc forcément que je l'assume. Oui, alors l'homme de toutes les situations. Ah, on vous appelle comme ça, hein? Ouais, je sais pas. En tout cas, je m'adapte. Hein. J'ai peut-être cette faculté de m'adapter oui. à des situations un peu bizarroïdes parfois, mais bon. On essaye de vous résumer. Hein, mais on y reviendra, je suppose. Compliqué, hein? Un artiste caméléon. Bah merci alors pour tout ça. C'est la première fois que je l'entends, mais... Eh ben voilà, donc il faudra bien retenir un électron libre fédérateur, hein, puisque vous avez, disons, des dizaines et des dizaines de bénévoles. Derrière, ça va toujours? Ouais, ça va toujours, je le sens bien. Alors, autrement, on vous définit comme un hyperactif émotif. Bah disons. Vous êtes un romantique? Non mais les émotifs, oui, je veux bien, parce que... Ouais, je pense que j'ai hérité ça de mes parents, parce qu'en fait, c'est dans le beau, dans l'action, quand on vit ces moments intensément, c'est vrai que parfois l'émotion me gagne, et je trouve que c'est plutôt très, très positif, très beau, quand on arrive à ce niveau-là. Alors autrement, on vous appelle aussi un bâtisseur de délire, parce que apparemment vous êtes peut-être un fou intelligent, je ne sais pas, ou... Un bâtisseur de délire, ça vous convient? Ouais, ça fait beaucoup d'un coup, mais ça bon. Fait beaucoup, bah, allez, on prend. Bien, alors autrement, on a presque fini. Alors là, il y a un de vos camarades qui s'appelle Gaston Chénaud de Mousillon, qui vous définit comme ceci. Écoutez bien. Un homme extraordinaire qui est fait de la dysenterie cérébrale. Vous imaginez? Ah bah venant de lui, ça me surprend qu'à moitié, mais... Oui, parce que... le Gaston, parce qu'on a fait tellement de bonnes conneries ensemble, des conneries positives, que il a contribué à faire de moi cette dysenterie cérébrale. Hein. Bon, donc, c'est plus que copain, quoi. Ça fait partie de la famille. Ah oui. Bon. Là, on y est vraiment. Ouais. Alors, les parents agriculteurs, une ferme de 50 hectares, c'est bien ça, la Véry? Bien. La Véry, avec un très beau parc à côté. Parc Soubise, c'est tout près? Oui, c'est un petit peu après les herbiers, mais tout ça, c'est dans la même région, oui, tout à fait. Oui. Et votre enfance? Vous avez été un enfant calme, normal
Non, mais je me pose souvent cette question, parce que des fois je me demande même moi comment j'en suis arrivé là. Mais non, mais a priori, j'étais peut-être le plus énervé des enfants sans que je m'en rende compte, mais derrière ça j'étais très calme et mes parents étaient très calmes. Mhm. Mon père aussi appréciait pas trop le fait de s'exposer, tout ça. D'ailleurs, il a eu un peu de mal avec ça, d'ailleurs, quand j'ai commencé à faire un peu mes élucubrations à droite à gauche. Mhm. Mhm. Donc, non, mais on était plutôt une famille très réservée. Oui, oui. Et aucun symptôme, Oui, symptôme C'était pas un début de avant-coureur. maladie déjà, oui. Non. Ça, oui. Même dans l'environnement, même dans la grande famille. Non, je connaissais pas trop de gens énervés, en fait. Non, mais tout petit, vous faisiez des créations déjà, vous? Non, c'est venu un peu bizarre et bizarrement, et on a parlé de Gaston là à l'instant, et je pense qu'on va y revenir, parce que lui, à un moment donné, bon, il y a le festival de poupées, mais il y a surtout cette rencontre, et je dis qu'il y a des rencontres qui changent la vie, Mhm. et lui, il en a fait partie, donc je sais pas si c'est le moment que je dise qu'il m'a aidé à basculer un peu, à trouver ma place, en tout cas, à trouver ce... C'est lui qui vous a contaminé. Ah, et c'est pas fou de le présenter comme ça. Mhm, mhm. Alors, votre jeunesse, alors, est-ce qu'il y avait vous, Philippe Mindron, est-ce qu'il y avait la bande à Philippe? Est-ce que vous étiez déjà un entraîneur? Ça partait dans tous les sens, non, ça? Ouais, non, bah forcément que j'avais une bande de copains. Oui, et qu'il y a les mobylettes, parce qu'on va reparler des mobylettes, je suppose, dans l'émission. Mais là, oui, quand j'ai 20 ans, 18 ans, c'est vrai que, bon, comme tout le monde, on fait la fête et tout, mais ouais, je sais pas, je suis peut-être plus bout-en-train que la moyenne dans l'équipe, mais oui, je me rappelle qu'on va déjà faire un tour de Vendée à mobilette, alors que j'ai 17-18 ans, mais... Oui, c'était pas la catastrophe. Quoi. Non, Non. mais... Ça vient après la catastrophe. Oui, à l'époque, ça me paraissait déjà un peu Mm. osé. Les parents trouvaient ça un peu bizarre qu'on décide de partir comme ça, mais il y avait rien d'extraordinaire. Ouais, Voilà, c'était non, une vie de jeunesse tout à fait normale. Service militaire, non? Ah oui, j'ai fait... Ah. Oui. Et on était où? Ah bon, on était à Orléans, Mhm. base aérienne 123, voilà, dans l'armée de l'air. Ouais, là-bas, je me suis un peu fait repérer parce que c'est un moment difficile et j'avais envie déjà de bouger pas mal et on est parti sur toutes les Amoco, Tagno, là, tous ces bateaux qu'on finissait pas de déverser du pétrole sur les côtes, ramasser, et c'est là. Et déjà, ça, c'était pour moi une vraie C'était un expérience. signe, ouais. C'est un signe, enfin, c'était une expérience que je rencontrais des gens. En fait, j'aime beaucoup les gens, j'aime beaucoup la vie, et c'était des vraies rencontres. Mhm. Et en fait, c'est des choses comme ça qui m'ont aidé à comprendre que finalement, j'étais pas fait pour rester dans un bureau. Mhm, mhm. Alors, vous avez donc une famille, la famille Mindron, vous avez des enfants, une épouse et des enfants. Vous avez combien d'enfants? Ah ben, 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. Oui, ah bah c'est bien, c'est Ouais. la parité, comme on dit. Ah ben voilà. Oui. Alors, après, donc, on arrive à la Maison Bleue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la Maison Bleue? Alors la Maison Bleue, en fait, dans mon histoire, donc effectivement, il y a l'armée, les études agricoles, tout ça. Donc je vais partir technicien agricole d'abord. Voilà, parce que voilà, je suis de la ferme, j'ai dit tout à l'heure. Et en fait, au hasard de cette technique agricole, là où je vais sur le terrain rencontrer les agriculteurs pour faire des missions d'alimentation, sanitaire, sécurité dans l'élevage et tout ça. Enfin, à un moment donné, je vais surtout être amené à être confronté à la construction. Et voilà, et dans les années 90, Mhm. finalement, je découvre un produit, mais voilà, qui est de la préfabrication béton. Société qui s'appelle la Maison Bleue à la Rabatelière en Vendée, tout près de Saint-Fulgent. Et là, je suis séduit par ce produit, parce qu'à l'époque, moi, j'ai jamais vu des panneaux d'une telle taille arriver pour faire de la construction. Et je suis vraiment séduit par le projet. Et je ferai une démarche pour rentrer comme commercial dans cette société, parce que je me dis que ce produit-là, dans le monde agricole, peut vraiment apporter beaucoup. Et faire de la création aussi. Ah, et faire de la création. Et en fait, alors que c'est pas du tout le projet du chef d'entreprise à l'époque, il va finir par m'embaucher. Et je vais rentrer dans le commercial, dans cette boîte pour vendre des produits agricoles préfabéton. Mhm. Et alors que c'est pas du tout mon milieu, hein, mais une fois de plus, c'est le produit qui m'intrigue. Et là, je vais t'amener finalement à voyager beaucoup dans la France, surtout dans le Grand Ouest, et surtout avoir du temps disponible aussi en parallèle pour développer le festival de poupées. Mhm. Voilà, si je fais court, dans les années 2000, cette entreprise va déposer le bilan. Et je vais t'amener à reprendre la société avec un associé
on va reprendre quand même une centaine de salariés. Ouais. Et je vais rester à la tête pendant 15 ans. Oui, et alors, dans cette société, donc, vous avez innové déjà avec les ouvriers. Ouais. C'était un peu spécial, ça. Est-ce que ça servait un petit peu de test déjà Mais complètement. Alors, je dis souvent que c'était pour moi une espèce de laboratoire. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu cette chance de pouvoir diriger une entreprise avec des salariés qui ont adhéré à mes délires. Et je me suis dit que... En fait, j'étais pas fait pour être patron, moi. Moi, j'étais fait juste pour finalement continuer à raconter l'histoire parce qu'elle était belle dans cette société. On avait plein de travail. Bon, je reviendrai pas sur les conditions de dépôt de bilan parce que c'est compliqué. Mais en fait, moi, j'ai dit, je veux bien la reprendre avec un autre associé qui s'appelait Philippe, mais du coup, Guillotot. On était les deux, on nous appelait les deux Philippe. Et là, j'ai dit à tous les salariés, je veux bien, voilà, on va prendre l'aventure ensemble. Mais je vais raconter une histoire différente. Voilà, on va prouver que nous, avec nos les conjoints bien sûr, mais surtout les fournisseurs, les clients, les banquiers, les notaires, les avocats, on peut tous ensemble collectivement faire quelque chose de grand. La grande famille. La grande famille, et je n'ai pas fait que le dire parce que tous les 2 ans, j'ai inventé des événements qui venaient de nulle part. On a le premier s'appelait, on n'est pas tous des moutons, c'est-à-dire voilà, on a le droit d'être différents. Après, j'ai fait des Jeux Olympiques de nains de jardin, j'ai fait les meules bleues, et j'ai fait plein d'événements qui ont rassemblé parce qu'on était quand même plus de 1000 à chaque fois à venir juste pour célébrer un événement qui ressemblait à rien ou qui venait de nulle part en tout cas. C'était juste pour créer de la cohésion et apprendre à se connaître. Mais vous êtes un humaniste, non Je sais pas si je suis humaniste. Vous êtes proche des gens, vous aimez les gens. Oui, en tout cas, je les aime profondément et moi, ils m'apportent beaucoup. Et si j'ai pu lancer tous ces délires les uns après les autres, c'est que les gens, oui, ont cru dans toutes ces histoires-là. En tout cas, ils me l'ont bien rendu. Et on a fait tellement de belles choses ensemble qu'aujourd'hui, je suis reconnaissant pour tout ça. Après, dire que c'est facile, non. Mais j'ai peut-être cette chance de pas me poser de questions. C'est juste quand j'ai une idée qui me plaît, je me dis, eh, celle-là, je la fais. Ouais, souvent, faut pas trop regarder la rentabilité. Parce que là, oui, c'est ça. C'est donner du bonheur. On a un peu mal barré, là. Mais oui. En tout cas, c'est de vivre sa vie, de la partager profondément, intensément avec les autres, et puis de se dire que ça me fait du bien. En tout cas, tant mieux si ça en fait chez les autres. Et les 2-3 événements que je viens de faire depuis la sortie du confinement me prouvent que quand on veut faire des choses différentes et qu'on se fait embarquer les gens, en tout cas, eux, ils s'y retrouvent. Philippe Mindron, on est en 2001 et il y a la fête des cons au Palais. La fête des cons au Palais. Vous pouvez nous parler de tout ça? Mais je vais en parler avec beaucoup de plaisir parce qu'en fait, je pense vraiment que c'est précisément là que bascule ma vie, c'est un grand mot, mais mon existence là, sur cette terre où on sera pas longtemps. C'est que le Gaston Chenot dont on parle depuis un moment apprend à me connaître finalement via le festival de poupées. Et puis là, voilà, il vient. Moi, du coup, je vais aux fêtes de Mousillon, les fêtes du Muscadet, avec un énorme succès à l'époque où j'adorais ce qui se faisait là-bas. Enfin, du coup, il venait chez moi et j'allais chez lui, chez eux, à Mousillon. Et là, un jour, il m'appelle, il me dit, écoute, Philippe, j'ai pensé, on se connaît pas beaucoup, mais j'aimerais faire la première fête des cons et j'aimerais bien que tu sois le con d'honneur pour représenter la Vendée. Con d'honneur. Ouais. Et là, j'étais vraiment très touché parce que je lui dis, lui, s'il pense à moi pour représenter les cons de Vendée, finalement, ça me parle. Alors, je savais pas trop ce qu'il y avait derrière, mais j'ai vite compris que c'était une organisation très sérieuse. Et c'était quoi? Sans se prendre au sérieux. Alors, l'idée, c'était de faire une fête toute con. Alors, je me rappellerai toute ma vie, parce que forcément, j'étais au cœur de l'action, mais j'étais pas le seul. On était 300 personnes. Il y a pas mal d'invités, mais... C'était un lundi. C'était un lundi. C'était le premier lundi de janvier. Alors forcément, le premier lundi de janvier, personne n'a envie de sortir. Dans une salle des fêtes de Mousillon qui était juste pas chauffée. Et puis, il y avait, je me rappellerai toujours, sur le parking, il y avait des places réservées. Petit con, grand con, con de service. Et moi, j'étais le con de service. Et en fait, quand il m'avait dit, le fameux Gaston, mais t'inquiète pas, parce que quand tu verras, l'entrée sera gratuite. Et en fait... heureusement qu'elle était gratuite quand même, parce que finalement il faisait tellement froid que dans cette salle, non mais je rigole, mais on tendait la main à l'entrée, et il mettait une poignée, non pas de sous du tout, oh là là, ça serait beaucoup trop futé ça. C'était une poignée de carottes râpées, des carottes râpées. Des carottes râpées. Donc une entrée, on est dans le thème de la restauration, on est sur une entrée gratuite, on est sur des carottes râpées qu'on te met dans la main, et là tu dois manger tes carottes râpées. Et là, tu pouvais accéder à la salle. Et le bar, il y avait quand même le bar. Mais il y avait le bar avec toutes sortes de verres à pied, des verres
du verre dans tous les sens, des dés à coudre, enfin, truc qui ressemblait à rien. Mais j'avais tellement envie de rire. Il y avait des auto-tamponneuses humaines où on finalement mettait autour de son corps, pas une bouée, mais pas une chambre à air, mais un pneu. Dedans, ils avaient fait un trou pour mettre un bambou qui frottait sur un grillage à poules. Et là, sur une musée des années 60, on allait se bourrer les uns dans les autres. Ouais, juste un truc extraordinaire. Enfin, on a fait des courses d'asticot. On misait. En fait, j'ai tout simplement adoré. J'ai adoré. Et je me suis dit, mais comment on peut être autant décalé, avoir autant d'humour, autant de recul finalement sur soi-même, de pas prendre ce. Et j'ai vite compris que finalement, à travers ça, il y avait beaucoup aussi de recherche, mais de création, d'envie d'apprendre à se connaître, et que c'était tout ça, fallait le prendre forcément de troisième degré. C'était pour le bonheur. Ouais, alors si tu prenais ça au premier degré, c'était un peu tout baisé. Il me disait même, les élus, ils ont été invités parce qu'ils ont bien leur place. Et il parlait de la fête des cons. Alors c'est pas moi qui le disais, hein. Mais non, mais il voulait dire par là. Et d'ailleurs, le maire de la commune était venu et tout, parce que on avait constaté tous les gens qui finalement, le temps d'un instant, prenaient du recul pour pas se prendre au sérieux. Alors, forcément, après le naturel de la vie reprend le dessus. Mais c'est bon de temps en temps de faire des pauses, de penser qu'on n'est pas le centre de la Terre. Il y avait une scène quand même. Oui. J'ai cru comprendre que sur la scène, il y avait des gens qui lisaient l'annuaire. Le numéro de téléphone, l'adresse. Oui, c'était très fort. Pendant des heures, il donnait le nom, prénom et téléphone des gens. Tout le monde s'en foutait, mais c'est pas grave, ça donnait le niveau de la connerie qu'on pouvait atteindre dans des moments comme ça. Et non, mais c'est bien parce que ce jour-là, je suis sorti vraiment différent en me disant. Il y a quand même de la marge. On peut quand même faire des choses et je pense vraiment que c'est le démarrage pour moi. Parce que la suite, c'est tout bête. Hein. C'est-à-dire que lui va m'inviter et du coup, il va dire maintenant c'est à toi de prendre la suite et on va inventer là le front d'opposition à la nouvelle année. D'accord. Voilà. Alors, Philippe Mindron, un de l'invité de Radio Fidélité. Donc vous avez 20 ans. Vous vous installez à Saint-Malo-du-Bois, en Vendée, qui est près du Puy du Fou, près des Épaisses, et vous apprenez la vannerie. Pourquoi la vannerie ? Ça, c'est pareil. Décidément, c'est une espèce de collection de hasards, de rencontres. Et là, j'arrive dans le village de Saint-Malo-du-Bois. Je suis pas natif d'ici. C'est ma femme Christiane qui est native de Saint-Malo-du-Bois. Donc l'idée, c'est que je m'intègre dans le village. J'apprends à connaître une fille qui arrive dans d'un autre village aussi, qui me dit, à l'époque où on parle ensemble, notre souci c'est de s'intégrer. Et elle me dit, mais j'ai une idée, moi j'arrive de Antigny, alors c'est dans le bas de la Vendée ça. Elle me dit, j'arrive de là-bas et nous, moi j'ai un grand-père qui faisait de la vannerie, je sais pas pourquoi, on a 20 ans à l'époque, elle me dit, je sais pas pourquoi, je suis attiré par ça, parce que les anciens ils ont plein de choses à raconter, on devrait lancer un atelier de vannerie à Saint-Malo-du-Bois. Je dis, mais tu te rends compte, moi la vannerie, la paille, l'osier, ça me parle pas du tout. On a 20 ans, je sais pas de quoi tu me parles. Elle me dit, mais si. Alors on a fini par me convaincre, on trouve une personne âgée du village qui a pas loin de 90 ans. Qui se rappelle de faire des paniers, tant bien que mal, mais et tous les deux, on va passer un hiver avec lui auprès de la cheminée. Il va nous apprendre le travail de l'osier et de la paille. Et en fait, cet hiver-là, il est juste extraordinaire. Parce que, en fait, je comprends qu'il a plein de choses à nous raconter, effectivement. Et j'aime beaucoup le travail manuel et tout ça. Enfin, en fait, je m'y retrouve. On fera d'abord, je ferai aussi, d'ailleurs, ce même hiver, le berceau de mon premier, qui s'appelle Thomas. En vannerie. En vannerie. On est en 1985. Et là, j'achète des bouquins. Finalement, ça me plaît. Et je fais son berceau en osier. Et là, je me dis, mais c'est vraiment génial. Et ça va se savoir dans le village. Et il y a des gens qui vont nous rejoindre. Et la deuxième année, je fais un petit moulin en paille parce que les herbiers, le Mont des Alouettes, c'est la région des moulins. Ouais. Je fais un petit moulin. Et sur un pari, je lance l'idée de faire un moulin grandeur nature. Et c'est pourquoi ? Il va faire 7-8... je sais pour rien, j'en sais rien. Comme ça. Juste pour m'amuser. Et je vais quand même rassembler une 50aine de personnes qui vont travailler pendant 1 an. Parce qu'on va faire de la structure, l'ossature, avec du métal, du bois. Il y a un toit, des ailes, et on rentre dedans par des portes, des escaliers. Et pendant 1 an, on va construire ce moulin en paille tressée. Sauf que ça, c'est la naissance, et je le sais pas du tout encore, c'est la naissance du Festival de Poupées. Puisque finalement, après cette création
qui va passer du côté du festival d'Aubigny, où c'est un festival des records. C'est ça, hein, les records du grandiose. Hein. Voilà. Alors nous, on est repéré avec notre moulin, et du coup, on a atterri dans ce festival des records du monde. Hein. Et du coup, on va apparaître sur France 3. C'est bien la première fois que je passerai à la télé. Et des radios comme RTL, comme des grandes radios sont là et s'inquiètent de notre cas en disant mais qui c'est qui vous a pris de faire ce truc-là? Moi je réponds toujours j'en sais rien. Ce que je sais c'est qu'on l'a fait. Je sais pas pourquoi on l'a fait, mais on l'a fait. Ah, dites donc, quel beau parcours déjà. On va faire une petite pause et on va revenir justement au festival de Poupettes. Poupettes, c'est donc près de Saint-Malo-du-Bois, un lieu idyllique, magique, romantique. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? Bucolique, naturel, non mais juste un truc de fou. Alors, c'était le coup de cœur disons que... Vous êtes tombé amoureux de ce... Non mais il y a des génies à un moment donné là, qui arrive, c'est que il y a cette fête là qui va être une fête à thème avec le moulin, tout ça. Bon, on est vraiment à fond là dans de faire des artistes locaux, puis régionaux, et puis un jour, en me promenant dans cette superbe vallée de la Sèvre nantaise, site de poupées, je me dis que la fête quand même en 5-6 ans est passée à 15-20 000 spectateurs sur un samedi dimanche. J'ai un peu peur à l'époque de faire ces gros rassemblements, parce que je viens de dire, il va pleuvoir. Les gens à l'époque, il n'y a pas de réservation, les gens viennent sur place. Un jour, il va bien pleuvoir et on aura des difficultés. Donc, il faudrait que j'invente un nouveau schéma. Mon travail, j'ai dit, la Maison Bleue m'amène à beaucoup voyager à l'époque. Et j'apprends à connaître les Jeudis du Port à Brest, qui était un rassemblement qui consistait, à faire la fête sur le port, qui était atteint de réhabilité, le port du commerce. Et eux, ils faisaient tous les jeudis. De juillet et d'août. Et moi, je me dis, mais ce qui est pas con, c'est que ça, c'est bien parce que tu limites tes risques et tout. Et si, moi, je lançais l'idée de faire tous les dimanches de juillet et d'août, ce qu'on va faire à Poupée, au festival. Et en même temps, en parallèle de ça, je repère une espèce de terrain, une pente naturelle, tout au fond de la vallée, là, où je me dis, mais si on mettait 3-4 tréteaux, et puis... Perdu. Complètement là, et les gens seraient assis dans l'herbe, à regarder une espèce de scène improbable, et c'est ce qui va se passer. Il faut dire qu'il y a la rivière aussi. Hein. Il y a la rivière. Et là, je vais partir sur les arts de la rue, parce qu'à l'époque, j'aime beaucoup ça, j'en vois un peu à droite, à gauche. Et puis là, on va construire tout un projet autour de ça, et puis petit à petit, on va décider de faire une scène en dur, parce que je repère qu'il y a des fonds, européens qui sont à disposition, et puis après, ça va être une succession d'artistes. Et vous n'étiez pas connu au départ? Non, mais le fait d'oser faire cette scène en dur, après dire, même si cette scène elle est grande, maintenant il faut des artistes plus grands, sauf qu'à ce moment-là, je sais même pas comment on approche un artiste. Je sais même pas, je sais même pas où téléphoner. Et votre premier... Le premier contact, ce sera, dans mon équipe, il y a un gars qui s'appelle Eric qui dit, lui, à l'époque, il adore Pierre Bachelet. Et moi aussi, d'ailleurs, ça tombe bien. Donc, lui, il est plus de ce monde, mais on adore Pierre Bachelet. Alors, on est quand même relativement jeune, hein, mais il a des belles chansons. Et on se dit, mais alors celui-là, ça serait bien le premier qui pourrait venir. Et en fait, on ne sait pas. Donc, par relation, on finit par choper quelqu'un qu'il connaît. Et on lui prend un rendez-vous un dimanche matin à la Closerie des Lilas à Paris. Le téléphone de Bachelet, vous l'avez eu? On trouve parce que je vous dis, je ne sais pas comment faire. Et par un gars qui est vendéen... sur la côte, qui le connaît, nous donne son contact. Au culot. Et là, j'appelle Pierre Bachelet, il me dit, mais vous savez que ça se fait pas comme ça. Je dis, mais je sais pas comment ça se fait. Alors, du coup, il accepte de nous rencontrer à Paris. Un dimanche matin, je monte avec un collègue qui s'appelle Jean-Marie. Et là, on est à l'heure. D'ailleurs, à la table d'à côté, il y a Renaud qui est là. Et voilà, qui a rien à voir, mais qui touche un peu le fond déjà à l'époque, lui. Après, ça ira mieux, mais à l'époque, il est pas bien du tout dans sa santé. Et les deux ont le rendez-vous dans le même café. Et, historiquement, ils se retrouvent là. Et puis, enfin bref, nous on parle à Pierre Bachelet. Et lui il dit, écoutez, c'est un peu bizarre la démarche, mais on lui dit, non, le site il est magique, il y aura un chœur d'enfants, vous allez voir, faites-nous confiance, faut venir. Et il vient avec son orchestre. Il vient gratuitement? Ah pas du tout. Et vous n'aviez pas les fonds? On n'a pas les fonds, mais on prend les risques.
Et puis très vite après, il y aura Anne Romanoff, il y aura Renaud qui viendra justement, qui revient avec une piano, Renaud à piano, une guitare. Comme ils sont 2-3, c'est une petite formule, on pourra se le payer. Et puis après, voilà, ça sera une pléiade d'artistes qui se succéderont. Johnny, après on arrivera sur les 20 ans du festival. Là, c'est un gros coup de poker parce que je me dis, Johnny, c'est inaccessible et tout. Il y aura pour moi avant et après Johnny. On aime ou on n'aime pas Johnny. C'était juste une icône et nous, je m'embarquerai là-dedans. J'embarquerai aussi la banque, j'embarquerai tout le monde. On gagnera pas de sous. Mais on fera quand même un événement. On rassemblera comme 32 ou 35 000 personnes. Alors que moi, les plus grosses jauges, elles étaient 3 000 et d'un seul, on passera à 30 000. 30 et quelques mille. Et c'est vrai que c'est des risques énormes, mais j'ai pas calculé. À l'époque, on calcule pas, on se dit, allez, on presque de l'inconscience, non? Oui, avec du recul, souvent tu te dis, oh lolo, on a frôlé la catastrophe. Mais je sais pas combien de fois d'ailleurs. Ah oui. Mais on est toujours là, on est toujours vivant, on n'a jamais gagné trop de sous, mais on n'est pas mort. On n'est pas mort. Dites-moi, il y a quelque chose qui vous a beaucoup touché, Philippe Mindron. C'est la rencontre avec John Baez. Ouais. Alors, expliquez-nous. Oui, parce que en fait, John Baez, elle arrive dans ces années-là de Johnny Hallyday, et en fait, moi je mesure, parce que c'est vraiment la première artiste internationale digne de ce nom qu'on va accueillir. Après, il y aura Joe Cocker, il y en aura plein d'autres, mais en fait, je mesure la chance parce que elle m'a toujours fasciné, même en étant plus jeune et tout ça. Par son parcours, partout, par Woodstock et tout. Et là, ce jour-là, elle arrive à Poupée. Et il fouinasse, la météo est maussade et tout ça. Enfin bref, d'ailleurs, curieusement, on fera pas le plein. Elle va revenir l'année dernière et là, on fait le plein. Mais parce que les gens l'ont un peu perdu de vue et tout ça. Mais pour moi, c'est une icône, c'est juste incroyable. Et là, elle arrive, donc toute frêle, toute douce. Voilà, elle dit bonjour aux bénévoles, elle a l'air toute apaisée, et puis elle va dérouler son concert, et puis à un moment donné, il fouinasse et tout, puis elle se met à lire un espèce de poème. Il fouinasse, il pleut, c'est ça. Il pleut carrément, même à un moment donné, sauf que là, il y a un grand moment de grâce et de poésie, parce qu'elle va nous lire un texte qu'elle a écrit, et là, un texte, un texte qu'elle a écrit sur la liberté, sur encore plein de belles choses comme elle sait en écrire, et là, je mesure la chance que j'ai qu'elle soit là, alors que pour moi c'est quelqu'un de très très grand. Et elle est à Poupée avec nous dans un petit village de 1500 habitants. C'était une communion. C'était une communion. Écoutez, on va faire une communion, on va l'entendre. Merci. There's a calf with a mournful eye. High above him there's a swallow winging swiftly through the sky. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through and half the summer's night. Donna, 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 donna. Stop complaining, said the farmer who told you a calf to be. Why don't you have wings to fly with, like the swallow so proud and free? How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through and half the summer's night. Donna, 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 donna.
whoever treasures freedom, like the swallow has learned to fly. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Dona, 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 dona. Émission spéciale de Jean-Marie Roussière. Un jour, une vie sur Radio Fidélité. Aujourd'hui, comme invité, un invité extraordinaire, donc Philippe Mindron, un hyperactif émotif, un véritable bâtisseur de délire. Bâtisseur de délire. Philippe Mindron avec une idée par seconde, à peu près, une idée, ouais, à peu près. Vous avez fait une rencontre aussi importante avec un monsieur qui s'appelle Calixte. Vous pouvez nous en parler? Ah, tout à fait, un Calixte de Nigremont, c'est un peu mon mentor lui aussi, parce que c'est quelqu'un qui est présentateur, mais qui le fait d'une façon très loyale, parce qu'on l'appelle Monsieur Loyal. Et je l'adore parce que j'adore aussi sa création, son côté décalé, son envie d'avoir envie, et puis d'être à mes côtés, et puis de jamais rien lâcher. Donc il a compté beaucoup pour moi, parce qu'un événement, il y a plusieurs choses. Il y a l'idée. Il y a après la construction, ouais. Puis il y a l'animation, il y a qu'est-ce qu'on en fait. Le spectacle. Voilà, le spectacle, parce que le problème c'est que c'est pas le tout d'avoir une idée, ni de l'écrire, après il faut la mettre en scène. Et donc là, lui, il est très précieux, parce que c'est lui qui d'ailleurs, suite à l'histoire de Gaston tout à l'heure, où voilà, à un moment donné, j'ai de reprendre l'histoire au bon, la balle au bon, parce qu'il me dit c'est à toi maintenant, on va dire, on va faire peut-être nous un réveillon, pas comme les autres. Alors, une espèce de réveillon, il y avait le dîner de con qui existait. Moi, j'ai peut-être faire un réveillon à la con, mais l'idée la plus con qu'on avait trouvée, mais qui était la meilleure, c'était de se dire, on va faire un réveillon au 1er janvier, mais on va refuser le passage à l'année. Parce que finalement, oui, on va y revenir. On va y revenir. Hein. Oui. Donc oui, voilà. Donc oui. c'est là qu'un gars comme Calixte, oui. Il était très fort, parce qu'il disait, ah oui, on va rendre l'idée encore plus succulente, on va la sublimer. On va sublimer la connerie. C'est-à-dire que voilà, d'un coup, on part sur un délire, mais comment on peut sublimer le délire? C'est-à-dire aller au bout du bout. C'est ça qui est beau. C'est beau. Et il y a votre voisin qui s'appelle Jean-Marie Poirier. Ouais. Qui dit de vous, en parlant de vous, vous avez affaire à un émotif qui laisse libre cours à ses émotions, de lâcher prise, de refuser tout contrôle, ce qui le rend attachant. Il y a beaucoup de gens qui s'attachent à vous. Oui, merci à Jean-Marie, ça fait plaisir. Après moi, non mais je pense que oui, forcément, parce que là on est dans l'humain, mais une fois de plus, je me rends compte que les gens, ils s'attachent à moi, puis à ce que j'en fais, parce que les gens, ils s'y retrouvent, ils s'identifient. Alors, souvent, ils me disent, ils auraient pas osé, mais ils sont tellement heureux de l'avoir fait. Et peut-être que je suis l'étincelle qui permet d'eux. Et j'en profite aussi pour dire à ce moment-là que toutes les idées de la Las Vegas du bois, de mettre un train à vapeur dans un village, un truc qui est dans le village de Saint-Malo, pour aller chercher avec un train à vapeur son pain de la boulangerie au café, au bar tabac, truc qui n'a strictement aucun sens, mais ça fait du bien, et j'ai cette chance de... Toutes ces idées, elles sont pas de moi, c'est des gens qui parfois, voilà, on parle peut-être du cheval à deux pattes et tout ça, il y a plein d'idées qui m'arrivent, où je dis, ah, celle-là, elle est bonne, celle-là, je vais la faire. En fait, les gens, ils en ont profondément rêvé. Vous êtes un faiseur de bonheur. Tant mieux. Un peu ça, on résume. Oui, mais si on résume, en tout cas, je suis dans le bonheur. Après, bon. Dire que c'est facile tous les jours, ça. Allez, on est en 2007, le Phonacon. Allez, vous nous expliquez tout ça. Voilà, donc, oui, un petit mot tout à l'heure déjà pour dire que ce front d'opposition à la nouvelle année, voilà, c'est une idée de Calixte, de Gaston, de moi, une espèce de réunion à tous les trois, là. Et on se dit, voilà, la vie est trop courte, la dinde marron, ça donne des boutons. Alors ça, c'est une idée de Gaston. C'est de se dire que voilà, ce réveillon,
On arrête le temps. On arrête le temps parce que c'est bien, mais tous les ans, on se souhaite bonne année, bonne santé. Alors quand on se remémore là, cette année, en 2020, bonne année, bonne santé. Ouais, ça va être dur. Avec tout ce qu'on a vécu, là, qu'on vit en ce moment, honnêtement, c'est un peu raté. Hein. Donc nous, on s'est dit que tout ça, en tant que c'était mort, que c'était fini, que fallait vivre l'instant présent. Alors on disait même que c'était mieux hier. À ce moment-là, tout est permis, même si c'est pas vrai, parce que ce sera beau demain. Mais ça veut dire aussi qu'il faut profiter de l'instant présent et que, voilà, nous on a dit, allez, on refuse le temps qui passe. Et puis voilà, si on nous avait écouté, le pape serait pas mort, la France aurait pas perdu la Coupe du Monde. Quand même. Ah bah on se refait plein de films, on garde que ce qu'il y a de bon. Nous on garde que ce qu'il y a de bon. Et ça c'est très important parce que ça fait du bien. Ça fait du bien. Le délire. Donc voilà, donc l'idée c'est de se dire qu'est-ce qu'il y a eu de bon cette année et voilà, alors on dit ah ouais mais alors on mesurait cette chance qu'on avait de pouvoir véhiculer cette idée-là qui était juste farfelue comme d'habitude, mais c'est de prendre du temps, du recul et ça fait du bien. Et les gens comment ils réagissent? Oh là là, alors ils réagissent tout l'un ou tout l'autre, parce qu'il y a ceux qui adorent. Il faut rappeler qu'on a fait quand même 5-6 années de front d'opposition nouvelle année. On a fait plein de délires, mais on a surtout fait à Paris. Ah bon? Ah bah oui, on a fait Montmartre et tout ça. Ah bon? On était quand même 5-6 000. En manif. 31-12. À manifester. On a fait Nantes aussi avec le maire de Nantes. Hein. On a fait la place du Bouffet, parce que le temps, on l'a enterré, on l'a fracassé, on l'a fait brûler, on l'a noyé. Tous les ans, on a testé. C'est dans un cercueil, le temps? Ah ouais, et toujours à la dernière seconde, on luttait, et Gaston disait à tous les médias, on a fait la une de tous les journaux, mais même pas que nationaux, mais mondiaux, parce que les gens disaient, des irréductibles Gaulois se battent en France pour que l'année passe pas. Ils ont encore perdu. Alors nous on était là. Quelle déception, mais quelle déception. Gaston disait on a perdu à la dernière seconde. C'est pas grave, on va changer de technique. Mais c'était trop marrant. Mais qu'est-ce qu'on rigole. Qu'on rigole. Mais qu'est-ce qu'on rigole. Et les femmes me suivaient aussi. Ouais, des fois elles comprenaient pas tout, mais oh là là. Mais non, mais on rigolait trop. C'était le meilleur moment de ma vie. À Paris, vous vous rendez compte, vous aviez amené la trousse Pinette? Ah bah oui, mais tout, il y avait tout ce qui allait avec. Ah bah non, mais invraisemblable. Ah ouais. Grand moment, hein. Ah oui. Donc ça a duré 7 ans. Ah oui, ça a duré 7 ans. Ah oui. Et puis je pense qu'on va peut-être recommencer un jour parce qu'en fait on a fait des adeptes. Hein. Il y avait une vraie communauté du front d'opposition à la nouvelle année. Une secte. Et une secte, une petite secte, on peut appeler ça comme ça si on veut, mais c'est surtout des gens qui voulaient en découdre avec encore l'amorosité ambiante parfois, et que voilà, avec zéro budget parce que là on craque pas de sous et tout, on amène son pique-nique, voilà. Je rappelle qu'il y a d'un marron, oh là là, c'est compliqué pour nous. Donc c'était tout ça en toute simplicité. Voilà, on se retrouve, on passe une belle soirée et voilà autour du feu et c'est trop marrant. Mais à Paris, il n'y a pas eu d'empêchement. Ouais, si. À Paris, voyons. On a été convoqués à la préfecture, tout ça. C'était trop parce qu'ils disaient qu'on avait interdiction de manifester sur la route. Alors nous, on était convoqués à la préfecture. On disait, on n'est pas sur la route, on manifestait sur les trottoirs. Et il disait ouais mais c'est pas ben non, je dis c'est pas pareil, on est sur le trottoir, on n'est pas sur la route. Bon, en même temps on était un peu sur la route et après on leur avait dit mais vous savez de toute façon on aura du mal parce qu'on avait monté des chameaux parce que oui, parce qu'il y a un thème par an et les chameaux comment? On a monté des chameaux qui étaient issus d'un gars qu'on avait en Vendée là. Des chameaux vivants? Oui. Et oui parce que le thème là c'était un peu tout le côté un peu berbère et tout ça et en fait on voulait des chameaux, je sais même plus pourquoi on voulait des chameaux mais c'était près de Noël, c'est pour ça. C'est ça, oui. C'était la grande parade de Noël avec les rois mages. Et nous, on avait vraiment 2 chameaux et ils nous avaient dit qu'ils interdisaient les chiens dans la manif. On a dit que c'était pas grave, qu'on n'avait pas de chiens, on avait des chameaux. Et au début, mais à la préfecture. Donc du coup, ça les fait pas rire du tout. Sauf que la manifestation a lieu. Elle était quand même ouverte par 2 chameaux. Et ils nous ont laissé faire. C'était juste utopique, extraordinaire, génial. Et il y avait du monde. On était 7000. Plus. On est parti des bas du jardin et on a fini devant Montmartre sur toutes les marches et tout ça. Et là, on avait une vue imprenable sur Paris. Il y avait des feux d'artifice partout parce qu'on avait encore perdu. On a dit c'est pas grave, on gagnera l'année prochaine. Voilà. Mais on s'était battu. Bravo. Oui, dans la difficulté, des fois on sait jamais. Imaginez qu'un jour on gagne. Ouais. Parce que le temps, il est précieux. Hein. La vie, alors est là, courte, du coup, vous allez l'arroser beaucoup. Hein. Oui, parce que malgré tout, on dit on rigole, mais on vieillit tous, tout ce qu'on en est. Vous avez peur du temps?
J'ai pas peur du temps, mais le temps... non, mais je mesure la chance qu'on a d'être sur cette terre. Oui. Et je mesure surtout qu'on va pas y être longtemps. On Oui. n'est que de passage. Hein. Oui. On est des poussières. Là. Et dans l'humanité, on passe pour rien. Mmh. Donc c'est juste que je mesure la chance et c'est tellement précieux la vie qu'il faut en profiter. C'est pour ça qu'il faut arrêter le temps. Hein. Il faut arrêter le temps. 2014, la Meule Bleue. Alors, expliquez-nous. Ben, la Meule Bleue, donc à ce moment-là, je suis à l'entreprise. Ça fait 14 ans qu'on a repris la société avec mon collègue et les deux Philippe. Et là, toujours pareil, je suis dans l'étonnement de surprendre les troupes, en tout cas de créer une dynamique. Et là, c'est les 14 ans de la boîte. Et il faut qu'on marque le coup. Et j'ai un salarié qui a une idée extraordinaire. Je rappelle qu'elles ne sont pas de moi, souvent, toujours même. Et lui, il dit, les 14 ans, c'est l'âge de la mobilette, de la Meule Bleue. Mais je dis, mais il a raison. Lui, la meule, c'est la mobilette, la meule, tout le monde connaît la meule. Mais j'ai dit, mais t'as raison, toi, elle a 14 ans, c'est l'insouciance, c'est l'adolescence, c'est les 14 ans de la société. Il y a 14 ans qu'on l'a repris, la Maison Bleue, voilà, après un dépôt de bilan. Et si on faisait une fête autour de la mobilette? Et je vais organiser une course de mobilette dans l'usine, avec toujours 1000 personnes qui vont venir. Sauf que ça va être un moment tellement fort et extraordinaire que des chefs d'entreprise qui sont là, me disent, mais alors Philippe, on connaissait tes conneries un petit peu à droite à gauche, mais alors celle-là, elle est vraiment au top du top et tu peux pas la garder pour toi. Et on en a besoin dans nos entreprises pour fédérer, pour rassembler. Voilà, on a besoin de créer du lien. Et là, à travers cet outil-là, t'en crées vraiment. Et on va, avec une poignée chefs d'entreprise, une quinzaine, on va lancer le Grand Prix de la Meule Bleue, qui va devenir un événement juste improbable. Ça consiste en quoi? Ça consistait à prendre une mobilette, à relier un point A d'un point B, une 50aine de kilomètres, en faisant un relais avec des salariés, des collaborateurs, pour apprendre à se connaître différemment. Un relais de mobilette avec une fête à la clé. Et vous étiez déguisé comment? On était déguisés. Alors oui, on avait un code couleur. On l'a eu pendant 7 ans. Casque rose, cap bleu. Casque rose? Un casque rose parce que le rose, c'est avec le bleu, pour nous, c'était synonyme de liberté, de fraîcheur, de code couleur qui est un peu bizarre, improbable, parce qu'un casque rose, personne n'a des casques roses. Alors nous, on s'est dit, s'il est rose, au moins, on va se repérer déjà. Si en plus on met une cape bleue, avec des meules bleues dans le vent, et un t-shirt avec les couleurs du logo de la meule bleue blanc, c'est beau. Ça, c'est beau. Et on va vraiment gravir tous les échelons avec ça. Il fallait beaucoup de mobilettes, vous les avez trouvées où? Alors, des mobilettes, moi, j'ai contribué modestement. Alors, ça a été reproché à un moment donné à augmenter le prix des mobilettes, parce que les premières se sont achetées 70-100 euros. C'est sûr qu'elles ont monté jusqu'à 500-700 euros. Alors, en admettant que c'est contribué à augmenter le prix de la mobilette, ça a surtout contribué à les sauver. Parce qu'aujourd'hui, il y a potentiellement plus de 1000 mobilettes qui ont roulé sur le Grand Prix et tout s'est arraché. On a retapé des cadavres, des cadres de mobilettes perdus dans atelier. Il y a eu plein d'ateliers, il y a eu des garages, il y a des mécanos qui ont retapé des mobilettes en pagaille. Et aujourd'hui, on a sauvé les mobilettes, beaucoup de mobilettes. Et j'ai fait le musée de la mobilette dans le nord de la France. Et ils m'ont dit un peu merci, parce qu'ils ont dit des mobilettes aujourd'hui. Quoi qu'on en dise, les gens ils s'en foutaient complètement, à part des collectionneurs. Et aujourd'hui, on a remis tout ce petit monde en train. Ah, dites donc. Mais c'était local, vous avez été ailleurs Alors, au début, ça a démarré par la Vendée. Après, on a élargi nos bases. Et puis après, on a fait Nantes. On a fait Paris. Paris en mobilette? Ah oui. Alors, non seulement on a fait Paris, mais on a fait les Champs-Élysées. En mobilette? Ouais, parce que parfaitement, dans le sens où j'ai demandé, parce que c'était devenu comme un vrai mouvement, voilà, de sympathie, de créer du lien, de anti-morosité. Et je souligne en passant que plus de 1200 entreprises différentes ont au moins une fois participé à la Meule Bleue. Et j'ai eu la chance d'approcher la mairie de Paris. Alors pas Anne Hidalgo, mais son premier adjoint, qui a été séduit par le projet. Je rappelle aussi que c'est la préfecture qui gère les Champs-Élysées, et donc conjointement, ils ont dit, mais cet événement-là, parce que vous pensez bien qu'il y a énormément de sollicitations pour fermer les Champs-Élysées. Ils ont dit, celui-là, il nous plaît bien, on va fermer les Champs-Élysées. Et on les a fermés à 11 septembre. Et date d'un triste anniversaire.
Et ils étaient tous au taquet pour nous recevoir. Et je vous explique pas la sensation que ça fait quand vous arrivez à l'Arc de Triomphe et que tout d'un coup, sous vos yeux, alors que là on était 500 chefs d'entreprise et collaborateurs en mobilette, que sous vos yeux, les Champs-Élysées se vident pour juste descendre le temps d'un instant en mobilette. C'est beau. C'était très beau. C'est très très beau. Vous avez fait le 14 juillet avec la malle bleue. Non? Alors on a fait des 14 juillet, peut-être pas des 14 juillet, mais à suivre on a fait quand même Le Mans, circuit Bugatti Le Mans. Ah ouais. 2 fois. En mobilette. En mobilette, j'ai privatisé le circuit Bugatti. Et là, on a fait un show aérien de la patrouille de France, qui avait toujours jusqu'à présent fait que passer pour les départs de Grand Prix, mais jamais fait de show aérien. Voilà, et on va donc continuer. Une nuit blanche de la robe de chambre au château du Parc Soubise. Train vapeur dans le bourg de Saint-Malo-du-Bois. Le championnat du monde de cheval à 2 pattes, ça fait beaucoup, ça. On peut rapidement parler de tout ça. Survoler tout ça. Tout ça, c'est des idées qui font que finalement, une idée, je dis ça aux auditeurs qui souvent pensent que c'est pas faisable. Mais l'impossible n'est pas nul et impossible en fait. Ou à l'impossible, nul et impossible. C'est que l'idée, c'est de se dire qu'avec la volonté, l'énergie, tout ce qu'on va pouvoir mettre comme envie, dans cette envie, comme je disais tout à l'heure, va faire que un projet peut aboutir. Moi, le cheval à 2 pattes, c'est né du hobby horsing, c'est une discipline qui vient de Finlande. J'ai vu ça à la télé, comme tout le monde, un matin, à Télématin. Sauf que je vois là-bas, c'est le premier sport national de Finlande. C'est des jeunes filles, souvent des adolescentes, qui font du saut d'obstacle avec des chevals bâtons, là, qu'on connaît bien avec nos gamins, nos enfants. Et moi, je me dis, mais ça, c'est trop... En fait, ça me fait trop rire à la télé. Et ça me fait tellement rire que je dis, moi, je vais faire un truc de 7 à 77 ans. On va écrire une vraie discipline, on va rigoler. Un concours hippique. Un concours hippique. Et au lieu de faire du hobby horsing, qui fait 13 ans anglo-saxon et tout ça, moi, je vais faire du cheval, mais du cheval à 2 pattes, parce que c'est nous les humains. Avec un manche à balai. Les humains, c'est nous. Les chevaux, c'est nous. Et je lance le championnat du monde du cheval à 2 pattes avec comme parrain Guillaume Canet. Parce que lui, il a beau être Guillaume Canet, il a été aussi séduit par la simplicité d'un projet qui parle aux gens. Les gens habillés en jockey. Voilà, tout à fait. Et aujourd'hui, c'est devenu une vraie épreuve nationale et c'est un vrai concours et ça rigole pas du tout. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on rigole tellement, mais derrière, c'est très sérieux. Et vous avez des commissaires oui, il y a des jurys, des machins, dans tous les sens. Et voilà, donc c'est un exemple parmi lesquels, par moment, on peut penser que c'est pas faisable, sauf que quand tu grattes et que tu harmonises tout ça, tu te rends compte qu'il y a toujours quelque chose à faire rapidement, le train vapeur dans le bourg de Saint-Malo-du-Bois, c'est encore un délire Ouais, parce que là, c'est une idée où à l'époque, on essaye de créer quelque chose pour les 20 ans du festival. On demande aux gens de faire des dessins ça serait quoi le bourg de Saint-Malo, qui est notre village, s'il était dessiné d'une façon improbable, c'est quoi vos délires dans le village? Et il y a un jeune qui lui dessine un TGV qui traverse la rue principale de Saint-Malo, mais qui est juste une petite rue qui est plus petite que plus petite, et même si c'est notre rue principale, et lui il dessine là-dedans un train à vapeur, un TGV. Et moi, quand je vois ça, je me dis, mais si on peut pas mettre un TGV, mais si on faisait un vrai train à vapeur. Et là, on va décider après plein de rencontres, parce que ça a quand même été très long après avoir vu tous les riverains, mais même la préfecture, je me rappellerai toute ma vie, parce que à ce moment-là, pense qu'on met un train, vous savez, les petits trains qui roulent, qu'on trouve pour les foires commerciales. Et à l'époque, c'est comment ça s'appelle ça, le Tour de France part de Vendée, et donc tout le monde s'occupe que du Tour de France. Nous, notre train dans le village, tout le monde s'en fout. Sauf que moi, je déroule pendant le projet. Le Tour de France finit vraiment par partir de Vendée, et là, à ce moment-là, la préfecture m'appelle en me disant: attendez, on n'avait pas trop compris votre projet là, mais vous faites un petit train avec des roues un peu en plastique, enfin des roues gonflables là, non, pas du tout. Je dis, moi je lui ai toujours dit que c'était un vrai train à vapeur. Non, ça c'est pas possible. Je dis, c'est trop tard parce qu'il roule déjà. De toute façon, et donc ils sont venus, ils ont juste constaté que c'était mort, c'était trop tard. Voilà. Et on a fait. Fallait des grues, fallait. Fallait des grues, ça pesait 100 tonnes. Et ça servait à quoi ce train là?
Ben rien, à faire joli déjà, parce que Acheter c'était la très vaisselle de beau. pain, ouais. Et c'était juste à acheter, voilà, à se déplacer de la boulangerie au bar tabac Mhm. et à amener des milliers de voyageurs pour un moment complètement insolite et Ah bah. improbable. Mais rien que pour ça, ça valait tout l'or du monde. Ah, il y a eu du monde. Ben, on a fait 15 000 personnes en 3 jours. Ah ouais, quand même. Voilà, compris pas tous le train, mais Ouais. voilà. Il était gratuit le train. Ah, c'était cool, gratuit. Ah oui, tout gratuit. Tout gratuit, c'était offert, c'était les 20 ans du festival. Quand même. Oui, oui, oui. Ah bah oui. La nuit blanche en robe de chambre dans un château, c'est quoi ça? Mais alors c'est que c'est juste pour l'instant décalé parce que je suis tombé pendant le Covid, mais ça va être que partie remise. Oui. Là c'est ma façon à moi de mettre en scène, en valeur, des artistes qui ont plein de talent, qui sont souvent pas connus, en tout cas trop dans la lune, Ouais, trop ouais. dans l'ombre. Et moi je veux qu'ils passent de l'ombre à la lumière et de les faire connaître. Donc dans un parc de château, on va investir la grange, les écuries, mais aussi la chapelle où on fait du gospel. On investit tous les lieux du château. Ouais. Et là je mets en scène une quinzaine de formations musicales Ah ouais, mais pour faire connaître les gens. pourquoi la robe de chambre? Il y avait le bonnet de chambre aussi. Et parce que la robe de chambre, parce que l'idée c'est d'y passer toute une nuit. Oui, Donc en robe de chambre, oui. parce que ça me fait marrer aussi pour Ouais, faire un ouais. défilé de robe de chambre. Oui. Et puis on va là embellir la plus belle robe de chambre. Et c'est surtout l'idée de faire une nuit blanche. Ah oui. Une nuit blanche en robe de chambre. C'est Et beau. le, Ça. le bonnet de nuit aussi. Ah ben, moi je fournis le bonnet de nuit. Ah oui, c'était gratuit le Et- bonnet de nuit. Oui, ouais, oui. ça c'est gratuit. Oui, d'accord, d'accord. Ouais. Il y avait le pot de chambre aussi. Alors les gens pouvaient amener leur pot de chambre. Bon, on va disserter là sur le pot de chambre. On n'a encore pas abordé ce sujet-là, Ouais, mais donc, je pense que c'est ça partie remise, quoi. Ouais, c'est que Oui, partie oui, remise. oui. Un réveillon en plein mois de juillet pour fêter le passage de juillet à août. Ouais. C'est décalé, ça. Oui, bah oui, et ça, c'est la première, c'est ma première vraie rencontre avec Gaston. On y revient à Gaston, à la définissable Gaston. Ouais. Et non, mais ça, c'est pareil, c'est, oui, fêter dignement un passage du mois de juillet au mois d'août en pensant que là, du coup, on Ouais. peut se projeter dans les fêtes de fin d'année, mais c'est rigolo parce que c'est improbable. Et là, tu embarques les gens, pareil aussi, dans des lieux improbables. Ouais, ouais. Mais c'est beaucoup plus rigolo, en fait, de faire un réveillon Ouais. à Noël que de le faire vraiment. Ah à ouais, Noël. oui, oui. Ah Puis, bah oui. ouais, puis il fait chaud, là, quand même. Bah, il se fait chaud. Bah Ça oui. change tout. Ouais, ouais, ouais. Ah, ça n'a pas empêché de projeter de la neige. Bon, dites-moi autrement, vous avez tenté de noyer le temps à Noirmoutier Ouais. aussi? Oui, mais là-bas, on a essayé de noyer. Bon, on a défilé Vous avez pas réussi. sur le Gois en pleine nuit, hein, toujours dans notre En pleine 31-12. nuit, ouais. Mais ouais, mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça a échoué à vraiment à deux doigts. On était très tristes. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Hein, on peut pas gagner de tous les coups. Vous allez finir en dépression. Hein. Mais oui, mais quand on croit vraiment dans un événement plus fort que mourir et que ça échec, qu'il y a un échec, ça fait jamais plaisir. Oui, alors peut-être votre dernière idée va fonctionner, puisque vous avez une collection de 350 nains de jardin. Hein, qu'est-ce que vous voulez faire avec, là? D'ailleurs, on me les a offerts à l'occasion d'un événement Maison Bleue, avec ces Jeux Olympiques de nains de jardin. Et le premier Oui. record qu'on devait battre, c'est que les gens devaient m'emmener des nains de jardin. Remarquez, on était servis. Oui, Et les nains de jardin, ce qui est bien, je vais vous dire un truc, c'est que on les aime ou on les déteste. ah bon? Ah ouais, parce que tout le monde a un avis sur les nains de jardin. Alors, il y a eu Oui. les fronts de libération et tout ça. Oui. Moi, je suis plutôt du genre à les aimer. Oui. Et voilà, donc je vais les faire adopter dans le monde entier. Adopté? Ouais. Et je vais aller à leur rencontre. Voilà, parce que les familles d'accueil, va falloir postuler, candidater, parce que ça rigole pas. Il faut savoir pourquoi je Ouais. l'accueille, comment je vais m'en Il occuper. y aura un qu'est-ce protocole. qui- Ah ben complètement. Qu'est-ce qu'il va visiter en termes culturels et tout ça. D'accord. Et une fois que j'aurai ma famille d'accueil dans le monde entier, Mhm. je vais aller à leur rencontre Mhm. en En blanche. mobilette? Non. Ah, mobilette, non, ça va être un peu. Pourquoi pas, remarque, ça pourrait marcher. Hein. Oui. Non, mais l'idée, c'est de faire des rencontres avec des gens et puis après d'inviter tous ces gens-là. Philippe Mindron, on va terminer là-dessus. Le confinement, à ce qui paraît quand même, vous avez encore déliré ou vous êtes occupé durant le confinement avec un lancer de papier toilette et un lancer de poireaux. Oui, bah, tous les moyens étaient bons pour un peu s'occuper déjà, puis divertir. Alors après, ce qui est rigolo, c'est même pas de le faire, c'est de voir qu'après plein d'autres le font. C'était avec votre épouse, vos enfants Ah, tout le c'était monde lançait avec le poireau? C'est avec mon épouse. Alors le lancement de poireaux, oui, ça c'est encore une autre histoire, mais oui, bah il y a des lancers de javelot. Je vois pas pourquoi il y aurait pas des lancers de poireaux. Donc voilà. Bien, j'ai un cadeau à vous faire. Oh merci. Philippe Mindron, le fou déjanté, le fou intelligent, le créateur de délire. C'est un cadeau de votre ami Gaston, Ah, ça, chez nous, ça de me fait Bousillon, plaisir. Ouais, merci. intitulé La déconne au logis. Oh là là. Voilà, il la n'est pas là aujourd'hui. déconnologie.
mais il tenait vraiment à vous offrir ce cadeau. Merci à lui, merci Voilà. à vous aussi, merci Et puis, à Radio Fidélité. Philippe, on va vraiment fêter ça, puisque avec Patrick Sébastien, on va faire tourner les serviettes. Ouais. Ok, Hein, je veux bien, on est Voilà. parti. parce qu'il fait chaud aujourd'hui. Il fait chaud. Il fait chaud, oh, 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 oh. Il fait chaud, oh, oh, oh. Et ça va être ta fête, on va te mettre le feu. Et ça va être ta fête, on va te rendre heureux. On est venu passer une soirée de délire. Et pour lancer la fiesta, on va chanter Casimir. Voici venu le temps des rires et des chants. Dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. C'est le pays joyeux des enfants heureux. Des monstres gentils, oui c'est un paradis. Il fait chaud, oh, 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 oh. Il fait chaud, oh, oh, oh. Y a les sardines, y a la piscine, y a les paillettes, y a les brochettes. Et mon frère Yann, qui est déjà de grave et qui va finir sur la table en nous chantant Bioman. Moitié homme, moitié robot, le plus malheureux des héros. Bioman, Bioman, héros de l'univers. Il fait chaud, oh, oh, oh. Il fait chaud, oh, oh, oh. Y a les danseuses, les amoureuses, y a de la musique, c'est magnifique. Et puis bien sûr, pour terminer le programme, on va finir la soirée en chantant Capitaine Flamme. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit, Capitaine Flamme, aussi loin que l'infini, tu descends jusqu'ici pour sauver tous les hommes. Et c'est vous qui finissez. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre voie lactée, mais tu as traversé, Capitaine Flamme, 100 000 millions d'années pour sauver de ton roi les gens de Mégara. Il fait chaud, oh, 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 oh. Oh là là, il fait chaud, oh, oh, oh. Il a jamais fait aussi chaud, oh, oh, oh. Chaud, chaud. Philippe Madron, merci d'être venu. Vous, le créateur du Festival de Poupettes et aussi donc le bâtisseur de délire. Merci Philippe Madron. Merci à vous.